Là, on va parler des vraies affaires. Êtes-vous pour ou contre le Poutine Hot Dog qui sera bientôt en vente au domicile des Blue Jays? Est-ce le Rogers Stadium? Je pense que oui. Oui. C'est l'ami Guillaume Lefrançois qui m'a mis sur la piste. Il s'en offusquait. D'ailleurs, on le salue. Parce que Guillaume est un puriste, visiblement. Mais non, mais ça a l'air dégueulasse. Ben là, attends un peu. Là. Wow. T'as jamais mis de la poutine dans ton hot dog? Pas encore, non, c'est jamais arrivé. Ouais. Hein? Ben, il me semble. Jamais. Et là, bon, évidemment, j'ai promis, quand on a ajouté la dimension vidéo au balado, j'avais promis qu'on allait rester un produit audio, surtout. Alors, je vais vous décrire, parce que c'est comme un hot dog dans un gros pain, puis on a mis comme des petits cubes de frites avec le fromage en grains et la sauce. Martin, t'as rien dit encore? C'est épouvantable. Parce qu'Alex, il est fan. Toi, t'es fan de l'innovation, de l'audace. De revisiter du génie. Le hot dog. Parce que moi, je me rappelle, j'étais allé souper chez lui deux fois d'affilée. Et puis, Alex travaillait sur une nouvelle concoction qu'il appelait le Pita Dog. Oui, c'est vrai. OK. Ouais. Alors, c'était sa façon de revisiter le hot dog dans un pita. Puis, il y avait peut-être des intentions commerciales à ça. J'avais des intentions commerciales à l'époque, qui sont pas mortes, là, mais qui sont sur la glace. Et deux fois de suite. Là, c'est un addon. Ouais, mais là, quand tu reçois quelqu'un à souper, tu ne fais pas deux fois de suite la même affaire. Tu sais. En même temps, quand tu fais des tests, ça prend un public, puis t'es un bon public. Alors, deux fois, j'ai eu le droit au Pita Dog. Okay. Donc, j'imagine que Alex tu aimais ça? Est fan. Donc, toi, tu penses qu'Alex a été séduit par l'initiative? Moi, je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'intéressant. Voilà. Je suis tout seul à penser ça. Je suis tout à fait fan de manger une poutine avec des hot dogs, mais séparément. C'est une belle démonstration, je trouve, d'essayer de créer un menu différent avec les mêmes intrants. Alors, ils se disent au restaurant, on a des pains hot dogs, on a des hot dogs. On a des patates. On sort des frites, du fromage, de la sauce. Qu'est-ce qu'on pourrait créer de différent avec ça? Non, moi, je trouve que c'est comme le pizza Getty. Il y a peut-être un clin d'œil à ça. Ou dans les Boys, Stan il disait que c'est le Rib Getty. Ça ou ça, ça m'étonne qu'on n'ait toujours pas vu ça sur un menu. Gratin dauphinois, boudin aux pommes, le boudin finnois. C'était son conseil. À sa chum française dans Les Boys 2. Exact, le boudin finnois. Je me rappelle pas ça. Très bon. Alors, écrivez-nous pour ou contre le Poutine Hot Dog. Allez le voir. D'abord, suivez Guillaume Lefrançois sur Twitter, si c'est pas déjà le cas. Puis, allez voir dans son fil, il y a une belle photo. Moi, je pense que... Et j'ajouterai, et c'est mon coup de... C'est mon coup de poing... pas hebdomadaire, mais régulier sur l'offre alimentaire au Centre Bell. C'est pas au Centre Bell qu'on verrait quelque chose de le fun comme ça. Parce que non, au Centre Bell, surtout pas rien d'amusant. Non, mais ils n'ont pas amélioré, là. Non, ils n'ont pas amélioré. Ben, non, mais il y a des sushis. Ils font des tacos. Mais oui, mais bon sang, il était temps. C'est pas juste la poutine, la pizza, le nachos. Non, il y a des tacos maintenant et des sushis. Merci. Y a-t-il autre chose? Merci, Geoff. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, OK, parlant de faire le tour, aujourd'hui, audition de fin de saison. On peut plus rien célébrer. Clin d'œil à l'ambiance actuelle. Et il faut qu'on parle de Pierre-Luc. C'est tellement hockey, épisode 230. Je suis blessé. Tu me connais bien mal, visiblement. Ben oui, je vous connais mal, oui, puis je suis incommodé. Je te mets au défi de placer ça au menu à la buvette. Écoute, ben, c'est drôle, Guillaume m'a lancé exactement le même défi, puis je lui ai répondu qu'on s'inspirait beaucoup de Twitter pour la concoction. Commence par le Pita Dog. De nos menus. Vous avez entendu Martin Leclerc, qui est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Et Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Salut, Alex. Bonjour à vous. Je m'appelle Alexandre Coupard. J'ai aimé son match pour un jeune qui joue à l'université cette année, là, de jumper là-dedans. Puis c'est pas une équipe facile à jouer contre. Philadelphie, il joue pesant. Mais non, je trouve que j'aimais où il allait sur la glace. Quand il a eu ses touches, il avait des bonnes intentions et tout. Puis il va toujours en avoir un premier match. Puis c'est des répétitions que tu peux pas acheter. C'est vous qui était plus enclin à parler de Sean Farrell après le match qu'avant le match. On y reviendra parce qu'il y a 2-3 affaires là-dedans. C'était ses commentaires d'après-rencontre
après l'affrontement contre les Flyers de Philadelphie. Notez que je n'ai pas répété match dans cette séquence-là. Je m'envoie des fleurs. Commençons par ça, parce que le match en soi, il n'y a pas... Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur le match. Il va falloir que vous le disiez par vous-même. C'était donc l'entrée en scène de Sean Farrell. Bon, l'échantillon est mince. C'est vrai que ce qui a surtout retenu l'attention, c'est qu'on n'a pas compris vraiment pourquoi, si rapidement, Farrell n'a même pas eu d'entraînement avec ses coéquipiers avant d'être lancé dans ce match-là. Puis Martin Saint-Louis non plus n'avait pas l'air de comprendre. Là, on n'a pas l'extrait, mais... parce que les gens des communications chez les Canadiens l'ont enlevé de ce qui est disponible sur leur site de l'entrevue d'avant-match de Saint-Louis. Tu es en train de dire qu'il y a de la censure chez les Canadiens? Bien, du découpage. Ouais. OK. Il y a du montage. Ils ont un logiciel d'édition, ça c'est sûr et certain. Parce que Martin Saint-Louis, si vous ne l'avez pas entendu, quand on lui a demandé pourquoi déjà Farrell, il a répondu « C'est une question pour Kent ». À 2 reprises, puis la deuxième fois, il avait pas l'air de bonne humeur. Oui, puis Jeff Gorton a parlé aux journalistes qui étaient présents sur place hier pour expliquer un peu le tout, là, puis de ce que je me suis fait dire, il n'y a pas eu de grandes explications lumineuses, mais en gros, on disait que on voulait le voir jouer le plus rapidement possible, puis que c'était une décision qui avait été prise et qu'il n'y avait pas de froid avec l'entraîneur et tout ça, sauf que, comme tu viens de le décrire... On l'a vu le froid, là. Si vous avez vu l'extrait... La réponse de Saint-Louis, particulièrement la deuxième fois, était assez glaciale, là. Donc, je pense que... Gorton a dit ses parents sont venus le voir jouer. Oui, aussi. Mais depuis quand c'est un critère, là, jouer dans la Ligue nationale? Ça n'a aucune importance, là. Mais il a dit qu'il n'y avait pas de... C'est ça, qu'il n'y avait pas de froid, là, puis que c'était une décision de concert dans l'organisation. Ça paraissait pas tant. C'était pas un problème. Quand on n'avait pas besoin de décoder fort le visage de Martin Saint-Louis là, pour comprendre que ça faisait pas son bonheur. C'est un peu ridicule. Bon, mais Martin, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non, mais Sean Farrell arrive de l'université, a jamais joué chez les professionnels, peu importe la ligue là, de sa vie. Il n'a pas eu le temps de s'entraîner une seule fois avec le Canadien. Il est arrivé lundi soir. Il est tout petit. Il est pas gros. Il a rencontré son monde le matin même. Elle était où l'urgence? Là? Honnêtement, c'est très dur à comprendre. Martin va nous le dire. Moi, je trouve pas que c'est ridicule. Je trouve que c'est un manque de professionnalisme. Oh! Ce sont les ligues majeures du hockey. Là. Je comprends, il vient de signer un contrat, le joueur, mais il faut que tu le places dans des conditions au moins minimales pour s'adapter à son nouvel environnement, puis de le jeter à la mer comme ça, dans un contexte où il n'y a pas d'urgence. C'est ça, c'est incompréhensible. On peut très bien comprendre Martin Saint-Louis dire c'était pas ma décision, là, parce que tu veux pas faire ça à un athlète, premièrement, et quand tu diriges une équipe aussi, tu essaies d'instaurer une culture, une méritocratie ou peu importe. Tu veux que le jeune arrive, ait le temps de se familiariser. Tu veux qu'il soit capable d'appliquer la façon dont l'équipe joue, puis de le lancer comme ça à la mer. Je trouve que ça n'a aucun bon sens. Ouais. Ça tombait bien dans la mesure où Kirby Dach était blessé. Là, donc, il n'y avait pas à retirer personne de la formation. C'était pas prévu parce que dans le point de presse, le fameux point de presse glacial, Saint-Louis dit que c'est Tierney qui va laisser sa place, puis finalement, il était là. Puis en même temps, ça n'aurait pas été si grave non plus. Là. Chris Tierney, on s'entend qu'il n'est que de passage. Ses parents étaient venus... Non, c'est pas Ses parents le regardaient à la TV. Ses parents le regardaient à la TV. Jordan Harris, l'année dernière, ça avait été très, très rapide aussi, mais il avait quand même eu 2 entraînements complet. Avait regardé des matchs aussi. Et des patins matins. Avait regardé 2 matchs de la passerelle. Puis ça a pris quoi? Presque une semaine, 5 jours, je pense, avant qu'il dispute sa première rencontre. Donc, c'est un minimum, là, je pense. Je trouve ça étrange. C'est ça. Puis je comprends pas. Tu dis que c'est un manque de professionnalisme. C'est quand même pas ce à quoi on nous a habitués. Les choses semblent bien réfléchies, peu importe les décisions qui sont prises. On voulait perdre ce match-là contre les Flyers. C'est ce que c'est ça. Avec Caden Primo. Parce que c'est l'autre affaire. Parce que si le Canadien gagnait, il les rejoignait. C'était un match de 4 points hier, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Hein? Donc, c'est ça. C'est parce que c'est pas plus évident de comprendre pourquoi, soudainement, on rappelle Caden Primo. Moi, je pensais qu'il y avait un gardien blessé quand j'ai vu la nouvelle. On veut le voir, je sais pas quoi. On l'a renvoyé. Il est déjà de retour avec le Rockets. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'il est dans l'organisation. Il doit commencer à avoir une idée de son évaluation. Ils l'ont vu, alors. Et c'était un match de 4 points. On peut le résumer comme ça. Puis, il y a des très bonnes équipes que le Canadien va affronter au cours des prochains jours. Mais un match comme ça contre une équipe qui est près du Canadien dans le classement,
ça pouvait avoir une importance autre que remporter le match. Mais c'est quand même fou de dire qu'ils ont décidé d'insérer 2 joueurs dans la formation, dont le gardien, pour se donner de meilleures chances de perdre le match. Si on en est rendu là, c'est quand même quelque chose. Là. Parce qu'ils ne diront jamais ça ouvertement, puis on peut difficilement leur mettre des mots dans la bouche puis dire ils ont fait ça pour ça. Mais ça y ressemble. Ce serait le geste qui va dans le sens de ce que Hughes disait, c'était quoi dans le temps des fêtes? Exact. Là? Comme gagner, c'est bien jusqu'à un certain point. Hier, c'est ça. Hier, gagner, c'était bon jusqu'à ce point-là. Ouais. C'était le point d'arrêt. Les directeurs généraux des équipes les directeurs généraux qui veulent voir leur équipe être coulée au classement, c'est assez facile la recette. Là, tu places un gardien... tu places pas le meilleur gardien possible devant le filet. Tu retiens pas le meilleur duo de gardiens pour la saison. Ça ressemble à ça. De faire venir ton gardien de la Ligue américaine pour ce match-là, ça ressemble à ça. Finalement, il a été très bon en plus. Donc, il a donné une chance de gagner. Ça dit, je l'ai trouvé très en contrôle. Très solide. Très assuré. J'ai trouvé que c'était un peu le même Primo qui a quand même un peu trop de séquences où est-ce qu'il fait un arrêt et il n'a pas l'air de... J'ai trouvé moins instable que ce dont je me rappelais dans la Ligue nationale. Parce que moi, je l'ai vu très en confiance dans les séries de la Ligue américaine l'année dernière, là, pour avoir suivi le Rocket un peu. Ça a été ses meilleurs moments dans les rangs professionnels. Oui, clairement. Puis, j'ai jamais revu ce gars-là. C'est ça. Il n'a pas été capable de transposer dans la Ligue nationale, cette saison. C'était carrément un manque de confiance. Ça suintait, là, ça transparaissait. Hier, j'ai trouvé que c'était moins. Martin, tu avançais l'hypothèse que peut-être... Parce que c'est ça, on cherche à comprendre. Là, il y a cette hypothèse-là, là, que c'était un match de 4 points, puis que gagner, c'est bon jusqu'à un certain point. Mais il y a peut-être aussi l'hypothèse qu'on veut effectivement savoir à quoi va ressembler la saison prochaine avec les gardiens de but. Est-ce que Jake Allen pourrait être un candidat à une transaction cet été? On peut penser qu'il n'ira pas en s'améliorant. Est-ce que Caden Primo se sent congestionné et qui a demandé justement une audition? Il y a toutes sortes d'hypothèses qu'on peut émettre, mais ce Primo va être éligible à l'arbitrage. Au ballottage, pardon. Donc, ça aussi, si on le renvoie la saison prochaine, il y a un risque de le perdre. On regarde la façon dont... Ils vont le perdre, c'est sûr. On regarde la façon dont toutes les équipes en libèrent des gardiens. En tout cas, c'est possible qu'ils le perdent, mais... Qu'est-ce que je disais? Excuse-moi. C'est beau, Alex. Bravo. C'est ça, Jake Allen n'est pas ultra performant. Depuis, on peut remonter jusqu'à la saison dernière. Et peut-être que d'un point de vue affaires, tu dis, bon, est-ce que la saison prochaine, on sera une équipe gagnante ou pas? On a un jeune gardien qu'on développe dans l'organisation qui a franchi le cap des 100 matchs dans la Ligue américaine. Ça, c'est Primo. C'est ça, Primo. Est-ce qu'on peut en faire un gardien? Montembeault va bien. Est-ce qu'on peut l'initier tranquillement à la Ligue nationale la saison prochaine? Puis Allen a encore de la valeur, probablement, comme gardien numéro 2. Alors, il y a peut-être... On jongle peut-être avec ces scénarios-là. Et lui donner un match à Primo, ça peut être une tape dans le dos aussi. Mais c'est particulier de voir ça survenir alors que le Rocket se bat pour une place en série aussi. Mais c'est possible qu'on ait décidé d'y aller, ou en tout cas qu'on se questionne à savoir si on y va avec le tandem Montembeault-Primo pour peut-être pas le perdre du tout, là, pas perdre de gardien, puis aller chercher quelque chose pour Jake Allen. Ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Scénario plausible. Ça va, Alex? Oui, mais je trouve qu'il était une bonne place dans sa game présentement. Je pense que c'est ça. Il y avait 3 matchs sur la route pour le Rockets. Fait que il y en a de jouer des deux. Fait qu'en soir, c'est pas lui qui joue pour le Rocket, mais il joue pour nous autres. Fait qu'on essaie de gérer un peu l'opportunité pour lui, mais gérer aussi le Rocket. Voilà. C'est une drôle d'explication, cousu de fil blanc. Il pouvait pas jouer 3 matchs sur la route avec le Rocket, mais il va venir en jouer. Il peut jouer un 3e match sur la route avec nous autres. En tout cas, exactement. Okay. Donc, c'était l'explication officielle de Martin Saint-Louis à propos de l'utilisation de Caden Primo. Martin a fait un deal avec Gorton. Avec Kent. Il a dit, garde, je vais avoir l'air d'un épais pour expliquer Primo,
Mais Farrell, oublie ça. Je vais dire que c'est ta décision. Je vais te dire que c'est de ta faute. Choisis-en Pick your un. poison. Choisis-en ton poison. Bon, j'allais dire, avez-vous hâte que ça soit fini, cette saison-là? Ouais, je commence. Hein? Ouais. C'est long. J'ai hâte aux séries Alors, un peu. Là. Je vais vous prescrire. Oui, dans ça s'annonce. Ça va être le fun. C'est un feu d'artifice incroyable, les séries. Je disais que je pense Calgary, Winnipeg, ils ont un match prévu le 5 puis avril, là, genre. Si Winnipeg Ça va être un manque peu les séries éliminatoires, ça va être une catastrophe. Là. Ils étaient au sommet où ils se battaient avec Dallas au deuxième rang de leur division pendant presque toute la saison. Puis on disait bonus a ramené l'harmonie dans ce vestiaire-là, etc. Puis là, c'est vraiment... Puis ça va sûrement nous mener à un autre sujet, mais c'est vraiment en train de... Est-ce qu'il y a quelque chose à Winnipeg? Ça s'étiole. Puis là, les Flames, qui ont une saison de schnout, disons-le, sont à 2 points. Les Jets, avec le même nombre de matchs joués. Et le pire là-dedans... C'est quoi le pire? C'est que les Prédateurs qui ont échangé toute l'équipe sont presque les mieux placés du groupe pour se faufiler en séries éliminatoires, ou presque, là, avec leur victoire hier contre le Boston. Exact. Soir, ouais. Donc, ils sont à 3 points des Jets, mais ils ont 2 matchs en main. Alors, donc, c'est pas réglé. S'il fallait que Winnipeg soit sorti de là, ça serait un fiasco. Bon, parce que j'allais dire, c'est ça, je vais vous prescrire mon remède pour les saisons qui s'étirent, c'est planifier la saison prochaine. Et avec les débuts professionnels de Sean Farrell hier, Martin, tu nous faisais remarquer avec ton œil aiguisé habituel que si on combine, si Farrell est en mesure de faire l'équipe et qu'on combine ça à l'émergence, parce que l'autre histoire, puis on en a déjà parlé, mais Raphaël Harvey-Pinard, ça arrête pas de bien aller. Tu sais, je pense que à ce stade-ci, c'est évident qu'il va être de la formation l'année prochaine. Je ne sais pas si vous voulez contester cette affirmation-là. Je pense qu'il va avoir... C'est évident. Moi, c'est évident. Il va avoir un poste à perdre plutôt qu'un poste à gagner. OK. Ben, enfin, oui. Bon. Je pense. Et là, quand on fait la liste, tu sais, Farrell... Il y a des places qui vont se libérer là, à la fin aussi, de la saison. Pas tant. Non, mais c'est dur à dire parce que l'équipe pourrait changer énormément. Ouais. Ben, il faudrait que... parce que bon, je pense que... Là, je disais ça à la rigolade, on a encore plusieurs semaines, ou enfin, on a même l'entre-saison un peu pour planifier la saison prochaine. On ne s'attaquera pas à tout ça dès aujourd'hui, mais, tu sais, Harvey Pinard, Cole Caulfield, il m'en manque un, Brendan Gallagher, Sean Farrell, ça commence à faire beaucoup d'ailiers de petite taille. Puis, tu sais, il faudra peut-être, je ne sais pas, à partir de combien est-ce qu'on se demande s'il n'y en a pas trop? Ouais. Mais moi, écoute, j'ai inscrit ça dans mes notes. Ça voudrait... Si Sean Farrell faisait l'équipe la saison prochaine et que le personnel restait... Je pense qu'on peut prédire que Raphaël Harvey-Pinard va commencer la prochaine saison. Il y a des très bonnes chances. Gallagher va être encore là. Caulfield va avoir soigné son épaule. Donc, ça fait 4 des 8 ailiers de l'équipe qui seraient 5 pieds 9 pouces et moins, 5 pieds 7 pouces dans le cas de Caulfield. Et c'est juste... J'ai écrit là-dessus déjà, mais je me souviens avoir posé quand on avait eu... Kent Hughes avec nous au début de la saison. J'avais souligné ça, je dis, le Canadien est l'équipe qui, au cours des 10-15 dernières années, a embauché le plus de petits joueurs à travers toute la Ligue nationale. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que c'est une préoccupation? Puis il aurait répondu très clairement, nous n'aurons pas la plus petite équipe de la Ligue nationale. Et il avait fait une déclaration amusante au repêchage. Ouais. Il avait dit, j'ai jamais eu peur d'un joueur de 5 pieds 9 pouces, mais... J'aurais peur de plusieurs. C'est ça. Alors, écoute, c'est une... Tu sais, sur les ailes, être aussi petit que ça. Puis on l'a vu, Sean Farrell, on va se garder une petite gêne avant de commencer à analyser son jeu parce que, tu sais, hier, c'était l'équivalent de mettre ses pantalons puis sa chemise avant d'aller travailler. Là, il y a pas... on ne pouvait pas s'attendre à grand-chose. Là. Il a discuté... Et continuer de mettre des pantalons et une chemise avant d'aller travailler. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ça m'apparaît comme des étapes logiques avant d'aller travailler. À la maison. Il n'a pas fait rien d'extraordinaire, mais on ne pouvait pas s'attendre. C'était pas un match extraordinaire. Il était placé dans des conditions difficiles. Il a porté l'uniforme, il a joué un match de hockey, mais je ne pense pas qu'on l'a vu sur son meilleur jour. Mais j'ai encore perdu mais tu parlais de Kent Hughes du repêchage qui a dit j'ai pas peur d'un. C'est ça. Alors on verra. Ça me semble être petit pour une équipe de la Ligue nationale sur les ailes d'avoir 4 ailiers de cette taille-là. Mais le Canadien a déjà eu autant, sinon plus, de petits joueurs dans la formation. Oui, au début des années 2010, fin des années 2000.
Alors, on verra, Mais- on verra ce que ça donnera, mais moi, je pense que le dosage est important. Sur dans la cette Ligue nationale. question-là, comme sur un paquet d'autres questions, moi, c'est ça. Moi, je suis un gros. Je crois beaucoup là-dedans, l'équilibre. Et là, bon, on parle de joueurs de petite taille, mais ça pourrait être des joueurs plus lents ou, je sais pas, ça peut être une autre caractéristique. Et je reviens à ça. À partir de combien d'attaquants Non, c'est de la petitophobie. au c'est petit ça. gabarit? Oui, exactement. Voilà. Ouais. C'est le non, chat mais- sort du sac. Exactement. Ouais. Tellement hockey, le balado petitophobe. C'est comme dans notre balado, c'est correct d'en avoir un. Mais on pourrait pas en avoir plusieurs joueurs. C'est comme la calvitie. Tu sais, voilà. OK. Mais je reviens à ça. Tu sais, à partir de combien est-ce que c'est trop? Non? Est-ce que ça se pose aussi? Ben, c'est plus important d'en avoir des plus gros centres en partant. Ça, Donc, c'est ton argument, ça. Ben, c'est un argument. Là, Non, mais que je veux dire, on en a parlé, que je parce qu'on en a déploie parlé avant. Là. actuellement. Non, Ouais, mais je c'est te ça. l'annonce, là. Fais C'est comme, ton fais comme argument. si c'était On se parle spontané. avant. Fais comme si c'était On se parle spontané. avant. Je pense que le centre, c'est la position la plus importante où être costaud. Après ça, 4 ailiers de petite stature comme ça, tu sais, l'année prochaine, on est malgré tout, là, dans la tête de Kent, de Kent Hughes, l'année prochaine, on est une de transition. Les Canadiens ont beaucoup, beaucoup de joueurs et d'espoirs, toutes catégories confondues, toutes tailles confondues, et il ne pourra pas tous les garder. Donc, est-ce que Sean Farrell sera éventuellement échangé? Est-ce que c'est une façon de montrer à des gens avant la fin de la saison peut-être qu'est-ce qu'il est capable de faire dans la Ligue nationale, puis voir s'il y a un certain potentiel, je sais pas. Est-ce que Gallagher sera est-ce que encore là Gallagher sera encore quand là? quand l'équipe sera à maturité? Probablement pas. Est-ce que le contrat va être racheté? Tu Mais là, sais, racheter le contrat de Gallagher, c'est pas comme C'est pas un projet sur 12 ans. c'est pas si mal que ça. Là, il lui reste 4 autres saisons, donc ça serait très surprenant qu'il le fasse cet été parce que ça s'étalerait sur 8 ans. Mais si, disons, l'année prochaine, puis ils vont lui donner une autre chance, mais si, disons, l'année prochaine, il est soit encore tout le temps blessé ou plus capable de performer à un niveau acceptable, ce serait rachetable là, pour les 3 dernières années. Ça s'étalerait sur 6 ans, mais la pénalité n'était pas si incroyable que ça. Il faut penser qu'à partir de ce moment-là, théoriquement, le plafond salarial augmenterait de façon plus importante, donc ça donnerait une certaine marge de manœuvre, mais il est tôt pour parler il est tôt pour parler de ça. Surtout que Gallagher a une super bonne semaine. Exact. C'est très inapproprié comme 3 buts en timing. 3 matchs, t'as raison. Puis moi, j'ai toujours bien aimé comme joueur, mais j'ai pas l'impression que le Canadien, à maturité, quand il sera très compétitif, va présenter 4 ailiers de 5 pieds 9 et moins. Là. On s'entend qu'il y en a un qui est incontournable parce que ça donne qu'il va marquer entre 40 et 50 buts par saison. Puis ça, il n'y en a Puis aucun de Hervé 6 Pinard. il y en a Ah non, aucun de excuse, 6 l'autre. pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2 ou 6 pieds 3 Ouais, qui est c'est ça, capable de ça change faire ça. rien, ouais. Fait que lui, il va falloir qu'il reste. Puis Hervé Pinard, il a des bonnes chances aussi. Tu sais, ça, c'est un héritage de l'administration précédente. Mais tu sais, Lane Hudson va s'en venir éventuellement aussi. Mais il si arrête- c'est pas une marotte ou quoi que ce soit, mais c'est une réelle possibilité que le Canadien ait 4 ailiers de petit format la saison prochaine. C'est difficile de passer à travers un calendrier de la Ligue nationale, mais c'est encore plus difficile, c'est encore plus physique dans les séries éliminatoires. Et ça a été... j'ai écrit là-dessus au cours des dernières années, puis il y en a toujours eu des petits joueurs dans la Ligue nationale. On peut remonter de Aurel Joliat à Henri Richard, Dans le cas d'Aurel Joliat, il était tout petit. Là. à Yvan Cournoyer. Il y en a toujours. Mats Naslund, il y en a toujours eu. Mais si on regarde la façon dont les équipes sont bâties de façon générale, le Canadien a été depuis 15 ans vraiment l'équipe qui discriminait le moins. On est inclusif. À tort ou à raison, je laisse les partisans juger là-dessus, mais c'est très, très physique. Mais je trouvais ça intéressant dans tes notes que tu soulignes que ceux qui en ont le plus, c'est Colorado et Minnesota. C'est ça, Cette saison, oui. Oui, cette année. Puis dans le cas de Minnesota, on parle de leurs 2 meilleurs attaquants, dont une super vedette et leur capitaine en défense. Généralement, les petits joueurs dans une équipe de la Ligue nationale, ce sont les plus habiles. Ils font partie du groupe des joueurs les plus habiles. Ouais. Là. Parce que sinon, on ne serait pas là, on s'entend. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, Zuccarello, Spurgeon, Jared en défense, Spurgeon, Kaprizov. qui est une super vedette. Exactement. Mais qui est costaud aussi, tu sais, c'est ça l'affaire. On parlait de Nick Suzuki tantôt à micro fermé, qui est pas petit, mais il est pas grand non plus. Il est 5 pieds 11. Moins de 6 pieds. Mais il est massif. Oui. Là, il est vraiment massif. Il est Ouais. plus de 200 livres. Kaprizov, c'est un train. Tu sais, je pense je sais même pas s'il mesure 5 pieds 10.
mais il n'a pas l'air petit quand tu le regardes jouer. Là, puis il doit peser 200. Je pense que c'est 5 pieds 9. Si t'es 5 pieds 9, 200 livres là, de muscles, ça doit être assez dur à tasser, honnêtement. C'est un petit bloc, là. Puis de la façon dont il joue, ça paraît aussi. Là. C'est un train. Et Colorado en a 5. Et puis là, les gens ont dit, bon, ben, ils ont gagné la Coupe Stanley, mais il n'y en avait pas 5 quand ils ont gagné la Coupe Stanley. Il y avait Andrew Cogliano qui a joué 16 matchs sur 20 en série. Il y avait Alex Newhook qui a joué 12 matchs sur 20 en série. Puis il y avait Samuel Girard qui a joué 7 matchs sur 20. Il s'est Donc, blessé. Il s'est blessé, c'est ça. Parce qu'il est petit. Mais ils en avaient 3 la saison dernière. Cette année, ils en ont 5. Ouais. Donc, en tout cas, Puis ils gagneront pas la coupe. Là. mais sur une... Hein? Puis ils gagneront pas la coupe. On verra. Never know. On verra. Non, On verra. Je reviens à ça, moi. C'est pas tant... Tout est une question d'équilibre. Au hockey, comme dans la vie, cela Bien dit. vrai. Tu disais, puis je veux qu'on touche le sujet, je sais pas, on verra, là, mais... Et le hockey est arbitré différemment en saison régulière ouais, et quand c'est en séries éliminatoire. éliminatoires. Absolument. Alex, tu disais, c'est moins grave si on est gros, grand et gros au centre. C'est arrivé, du moins, c'est lundi, de par les propos d'Elliott Friedman, il y en a été question. Un peu comme si c'était une chose acquise. Ouais, mais C'est un sujet qu'on a effleuré ici. Puis à la blague, je disais, on parlera de ça tout le restant de la saison. Oui, vas-y, interromps-moi donc, moi aussi. là, Arrête d'interrompre juste je te Martin. laisse terminer. là. Interromps-moi, Je moi te- aussi. Non, mais tu m'interromps Ta pas réaction assez. est en retard. Ça faisait 10 secondes que je te laissais poursuivre. Là. Je Vas-y, sais, mais termine ton idée. Je m'interromps moi-même. Tu vois, j'ai pas besoin de toi pour m'interrompre. Alors, je suis quand même surpris. Quelqu'un qui a décidé de faire ses choux gras des déclarations d'Elliott Friedman, mais si on écoute le podcast 32 Thoughts régulièrement, c'est pas la première fois que Friedman laisse entendre que c'est une affaire qui va se régler éventuellement. Dubois, là, on ne l'a pas nommé encore. Pierre-Luc Dubois, qui là, il a dit récemment, on sait tous qu'à 95%, il va finir à Montréal. Moi, je l'écoute assez régulièrement, là, leur balado, et puis il a tenu des propos semblables, sans donner de pourcentage, là, mais il a tenu des propos semblables au moins 2-3 fois durant la saison en disant on sait tous comment il se sent, qu'est-ce qu'il veut, en parlant de Dubois, en l'associant à Montréal. C'est Martin qui avait mis un peu tout le monde sur la piste l'année dernière là-dessus au repêchage. Et puis, ça s'est confirmé par la suite. Là. C'était très clair qu'il y avait eu des pourparlers. Des pourparlers qui étaient assez avancés, je pense. Et puis, bon, depuis ce temps-là, Dubois est associé aux Canadiens. Alors là, il y a quelqu'un que je ne sais pas dans quel média qui a écouté Friedman qui a dit « on va faire un texte avec ça ». Mais il y avait C'était repris à gauche et C'était à droite. repris après, par la suite, mais il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Il n'y avait rien de nouveau là-dedans. Je sais pas, qu'on en parle comme avec autant de... Mais je te dis, Friedman en a parlé avec ce genre d'assurance-là plusieurs fois cette saison. Alors moi, le 95% qui marque l'imaginaire. Je pense que c'est le pourcentage qui est venu. Parce que j'allais dire, tout le monde en parle comme si c'était quelque chose d'acquis, alors que... c'est parce que moi, je dis, on va y aller, tu peux avoir de l'intérêt pour un joueur, mais en un an, il se passe beaucoup de choses. C'est long. C'est long, une saison. Exactement. Moi, puis l'intérêt doit être mutuel et simultané. Il faut que le timing, le fameux timing, tu parlais d'équilibre en toute chose. Le synchronisme en toute chose est excessivement important aussi. Et en une année, une saison de la Ligue nationale, il peut se passer beaucoup de choses. Hughes pourrait avoir moins envie d'aller chercher Kirby Dach. La situation au centre n'est plus la même qu'elle était au repêchage. Mais la chose qui, moi, me titille et que j'aimerais qu'on évacue aujourd'hui, c'est... Moi, je suis le hockey, ça fait 30 ans, peut-être plus. Je ne me souviens pas. Puis on peut même mettre la question locale de côté. Là. Je me souviens pas d'un joueur de hockey de l'âge de Dubois, avec le potentiel de Dubois, qui veut venir jouer à Montréal. Francophone de surcroît. Puis là, en plus, c'est un gars d'ici. Parce que ça, mettons le potentiel de joueur de haut niveau de côté, je ne me souviens pas juste d'un joueur québécois qui n'est pas en fin de carrière. C'est ça, parce qu'il y en a eu plusieurs en fin de carrière. Exactement. Ouais. Alors là, on a un jeune joueur en début de carrière avec un très haut potentiel, un gars d'ici qui veut... Et ça me rentre pas dans la tête, cette idée-là. Tu veux dire, t'arrives pas à y croire? J'ai de la difficulté à y croire, Mais juste pour ça, moi, ça me le rend... ça nous le rend sympathique. Absolument, mais j'ai peur de souffrir. Non, j'ai peur d'être candide. Est-ce qu'il y a de la candeur ou est-ce que vous pensez qu'il y a réellement quelque chose de fondé là-dedans, que c'est pas juste des histoires de journalistes, qu'effectivement, pour une raison qui nous échappe, Dubois veut venir jouer à Montréal?
Parce que, tu sais, l'année passée, quand on niaisait avec pas Bergevin, mais Bergeron, puis Christopher Letang, tu disais, Martin, ben oui, ça me tente, moi, d'aller à Montréal pour une reconstruction de je sais pas combien de temps que ça va durer, puis de me faire, tu sais, que je sais pas, mes oncles et tantes se fassent écœurer au bureau, parce que c'était pas tant différent pour Dubois, mis à part le fait qu'il n'est pas en fin de carrière. Ouais. Ben, le temps, moi, je pense, juste une petite parenthèse là-dessus avant que tu embarques sur Dubois. Si il y avait eu divorce là, avec les Pingouins, parce que ça aurait pu, là, mettons que Malkin décide de partir, puis rétrospectivement, ça aurait peut-être dû. Puis Ron Extall fait toutes sortes de folies comme il est capable de faire. Je pense que s'il y avait eu un divorce consommé avec les Pingouins à ce moment-là, lui voulait continuer à jouer, je pense que le Canadien aurait probablement été assez haut dans sa liste. Mais c'est sûr, Bergeron, il n'y en a jamais été question. Mais c'est sûr que Christopher Letang voulait rester à Pittsburgh. C'était ça son premier clair. C'était dans l'éventualité où pour une raison X, tout ça s'écroule. Là, je pense qu'il aurait vraiment considéré Montréal. Mais le même Letang avec des offres, mettons qu'il y a divorce avec les Pingouins, une offre de Montréal, puis il y a une offre de 2 équipes qui aspirent à la Coupe Stanley à côté. Là où il est rendu dans sa carrière, il va vouloir aller gagner. En même temps, il a gagné 3 fois, tu sais. Non, mais... moi, j'en ai assez, les boys. C'est pas ça, mais il peut être attiré par l'idée de venir chez lui, de jouer à Montréal, de porter les couleurs. Tu sais, ça peut avoir un certain attrait rendu. Il y en a d'autres qui l'ont fait là, en fin de carrière. Puis de se dire, moi, je vais participer à cette reconstruction-là. Puis je vais être encore là dans 3 ans, supposément quand l'équipe va être bonne, tu sais. Puis il y en a plusieurs des joueurs qui actuellement paraissent heureux de jouer à Montréal, même s'ils savent bien que, pour reprendre ce que Saint-Louis disait en début de saison, ils plantent des arbres actuellement en dessous desquels ils ne pourront pas se reposer, ne profiteront pas de leur ombre. David Savard, Jake Allen, il y en a d'autres. Donc, mais oui, si Colorado lui avait offert la même offre, peut-être bien qu'il serait parti. Mais je vais juste dire que je pense qu'il l'aurait vraiment considéré. C'est juste ça. Patrice Bergeron, c'était Boston ou la retraite. C'est parce qu'on les mettait. C'était dans la même blague. Mais Pierre-Luc Dubois, je me rappelle son année de repêchage, quand il a rencontré les recruteurs du Canadien au Combine, qui était à Toronto à l'époque, si ma mémoire est bonne. C'était avant que ce soit à Buffalo. Peu importe. Buffalo, Toronto. Il était sorti de son entrevue avec le Canadien insulté, profondément insulté, parce qu'on n'arrêtait pas de le questionner, savoir, oui, mais la pression à Montréal, est-ce que tu serais capable de... Il avait été insulté de ça. Je m'en fous totalement. Peu importe où on joue, il y en a de la pression et mes standards sont élevés. Donc, il avait été insulté d'avoir été abordé sous cet angle-là parce qu'il était québécois. Et je pense, je ne sais pas s'il y a d'autres équipes avec lesquelles il aimerait jouer, mais je suis convaincu que jouer à Montréal, il n'y a aucune réticence de son côté à faire face à cette pression-là. Je pense que c'est le genre de joueur qui s'en nourrirait, je pense. Ouais. Mais il y a quand même un pas entre ça me dérange pas d'y aller et c'est là, je veux y aller. Je ne sais pas si tu vois Parce que là, ce qu'on entend, c'est qu'il veut venir. Ce qu'on entend, là, c'est que, à vrai dire... S'il arrivait une transaction, il faut séparer les choses, là, parce qu'on n'est pas assis chez lui quand il discute avec son agent ou avec ses parents ou avec ses proches, mais c'est une chose, si une possibilité de transaction arrive au repêchage, comme c'est arrivé l'été dernier, et qu'on dit, on fait une transaction, puis on veut s'assurer que tu vas rester avec nous, puis consentir à ce genre de transaction-là, et arriver sur le marché de l'autonomie et recevoir les offres. Tu peux avoir fortement envie de jouer pour le Canadien, mais tu peux avoir d'autres offres extrêmement alléchantes que tu peux considérer aussi. De court-circuiter tout ça, en fait, si tu le veux vraiment. Dubois veut jouer à Montréal, mais si, mettons, il offre qualificative, reste une année de plus à Winnipeg en se disant « je vais profiter de mon autonomie après », se fait échanger à Boston. À la date limite des transactions. C'est le genre de joueur que les Bruins pourraient aller chercher. C'est ça. Il va falloir remplacer Bergeron. Puis là, mettons Bergeron, Krejci sont à retraite. Bon, se fait échanger à Boston. Boston, évidemment, ça va être l'année où ils vont frapper le mur puis ils participeront pas aux séries. Non, je fais des blagues, mais tout ça pour dire qu'il se fait échanger à Boston, adore l'ambiance, la culture. On lui met une prolongation de contrat sur la table. Ça se peut qu'il change d'idée. Peut-être qu'il a le goût de jouer à Montréal, mais qu'il fait, regarde, waouh, j'adore ça ici. Alors, si tu le veux vraiment, tu es peut-être
mieux d'essayer de court-circuiter toutes ces possibilités-là. Un, tu l'as, vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. Puis tu sais, c'est un long flirt, Pierre-Luc Dubois puis le Canadien de Montréal. Ça a commencé au repêchage de 2016. Là. C'est la première année sous l'ère Bergevin où le Canadien connaissait une mauvaise saison, exclu des séries. C'est l'année où ils ont repêché Sergachev au 9e rang finalement. On savait que Dubois allait sortir top 5 à peu près. On pensait pas dans les 3 premiers, qui semblaient assez clair que c'était Matthews, Laine et Jesse Puljujärvi à l'époque. Et puis, il y avait des offres sur la table. Moi, j'avais écrit Le Canadien avait essayé de transiger pour j'avais écrit un long papier sur lui dans le temps, je ne sais plus, 2018-2019 dans notre section podium. Et puis, il y avait des offres sur la table avec Piquet Subban, entre autres. Là, et finalement, Subban va être échangé. Il a été échangé quelques jours plus tard. Mais il y avait un deal en place avec Vancouver qui repêchait 5e, ça je sais. Et je pense aussi avec les Oilers d'Edmonton qui étaient 4e. Alors, et ça s'est évaporé quand les c'est vraiment quand Jarmo Kekalainen au 3e rang a choisi Dubois que ça a tout fait dérailler le train parce que là, évidemment, il n'y avait plus d'intérêt à ce moment-là. Mais oui, il y avait Subban puis il y avait autre chose. Là. Ça a été une excellente sélection. Oui, 2016. Oui, parce que pour lui arriver après, puis Yoli Yuo-Levi au 5e rang. Ouh. Mais reste que Matthew Tkachuk est sorti 6e. Puis bon, ce repêchage-là, le repêchage est une science inexacte. Mikhail Sergachev, excellent choix cette année-là, du CH au 9e rang. Alors, s'il l'avait gardé, ça aurait été bien. Mais bon, tout ça pour dire que Dubois, ça fait longtemps. Et c'est autant l'administration précédente que l'administration actuelle. Mais moi, que l'équipe le veuille, qu'une équipe le veuille, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est que lui veuille l'équipe. C'est ce bout-là qui me... Ben, écoute, c'est tant mieux. Ben non, mais ça serait, écoute... Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai le droit de voir ça. J'aimerais ça voir ça. J'ai jamais vu ça. C'est parce que tu n'as jamais vu ça. Alors, c'est pour ça que tu y crois pas. Mais dans le fond, pourquoi pas, tu sais? Je le mérite, je pense. Moi, je me suis toujours dit, puis je sais pas, mais si j'avais été un joueur de la Ligue nationale, il me semble que j'aurais aimé ça, venir jouer à Montréal, chez nous. Oui, moi, c'est exactement. J'ai toujours fait cette réflexion-là. Là. Puis on n'a jamais compris pourquoi il n'y a personne qui pense comme ça. C'est ça. Entre ça, puis Columbus, puis l'Arizona, puis j'allais jouer à San Jose, qui est tout à fait agréable. Là. Maintenant, aurais-tu voulu jouer ici si tu avais été un joueur professionnel? Certainement. Ah, bon. Je pensais que tu t'apporterais un peu de raison dans ce romantisme. Les taxes, puis la famille, tu sais, c'est quand ça va mal, les enfants se font écœurer à l'école. Ton père, il est pourri! Non, qui a envie de vivre ça? Ben, je sais pas, là, est-ce qu'ils vivent vraiment ça? Vraiment que tes enfants se font dire ça pareil, même si t'es pas dans le Je l'ai vu à la télé, ton père, il est pourri! Non, plus personne ne regarde la télé, oublie ça. Moi, je suis correct. Mes enfants sont protégés. Ton père, il a les cheveux longs! Ça, c'est arrivé. Ton père, il a plus de cheveux, ça dépend, hein, tout le monde... Bon, ben on va clore le sujet là-dessus. Fait que, donc, si le Canadien veut aller le chercher, là, c'est jusqu'où, qu'est-ce que ça coûte? Ben, c'est parce que le CH est quand même en position de force. Là, c'est ce qu'on comprend. Mais en même temps, jusqu'à un certain point, non, mais juste mettre la table dans ce sens-là, si les Jets attendent jusqu'à la date limite des transactions l'année prochaine, vont sûrement être capables d'aller chercher un choix de premier tour, puis peut-être un peu plus même. Puis de dire, regardez, on va l'offrir au plus offrant à ce moment-là, puis peut-être que vous allez le perdre. Donc, tout le monde a des arguments ici, mais tu sais, ils donneront pas en tout cas, j'espère qu'ils donneront pas un de leurs 2 premiers choix de cette année, là. Même celui des Panthers. Pas le leur. Le leur, c'est sûr que non, mais même celui des Panthers, je serais vraiment surpris. Là, je serais vraiment surpris. Okay, Martin. Après ça, ils ont beaucoup d'espoir et tout. Et puis, ils n'ont pas 2 choix de première ronde l'année prochaine aussi? Oui. Mais oui, c'est vrai. Ils pourraient donner, je pense que c'est celui des Flames. Puis entre nous... non, Toffoli, c'était 2022, mais oui, ils ont un autre choix. Entre nous, le choix de première ronde du Canadien vaut probablement plus que le choix de première ronde d'une équipe qui lutte, qui aspire aux séries puis qui irait le chercher à la date limite des transactions. Non, c'est 2025 ou 2024. C'est le choix de Calgary, mais c'est un échange... C'est les conditions les plus alambiquées que j'ai jamais vues de ma vie. Alors, ça va être 2024 ou 2025, mais c'est dans l'échange de Sean Monahan. La situation des Jets est compliquée. Là. Il va peut-être y avoir à la fin de la saison un changement de garde au poste de directeur général. C'est une organisation assez conservatrice qui ne fait pas beaucoup de changements, mais là, ça fait quelques saisons que ça va mal. Cheveldayoff est là depuis que l'équipe est là. Oui. S'ils sont exclus des séries, ce ne serait pas surprenant qu'il y ait un changement, que ça change totalement la conversation.
Puis, ça puis Ouais, puis Blake Wheeler puis Mark Scheifele, ça va peut-être être la fin aussi. Là. Il va leur rester juste une année de contrat, je serais pas surpris. Et s'il n'y a pas de changement de garde, probablement que Cheveldayoff va vouloir des actifs, pas des choix au repêchage aussi. Là. Il y a une équipe à placer sur la patinoire. Il va vouloir que son équipe reste compétitive pour éviter justement éventuellement de se faire virer. Donc, c'est une situation vraiment difficile pour les Jets, honnêtement. Le Canadien a beaucoup d'espoir. C'est là où ils ont les munitions pour faire feu dans ce genre de transaction. D'où Sean Farrell, mardi soir, peut-être. Le but et la réaction, là, j'ai pas vu ça souvent dans ma vie. Là. T'aimes ça, ces affaires-là? C'est différent. On dirait que vous êtes comme pas sûr, mais tu sais, pour les fans, c'est... Ouais, c'est arrivé vite aussi, là. On était tous comme, oh, qu'est-ce qui vient de se passer les 4 dernières secondes, mais tant mieux pour lui, gros but, gagner la game, on est content. On parlait pendant l'extrait d'Alex Belzile, parce qu'on se demandait qui jouerait troisième centre, mais ce sera dans un balado à venir, plus tard cette saison. Tu donnes pas beaucoup de glace au quatrième, c'est tout. Puis tu sépares ça plus ça va égal. Comme à l'époque du Big Three, à la défense, il y avait 3 défenseurs qui jouaient pas loin de 30 minutes. Il y avait un quatrième qui jouait un peu. 5 et 6, c'est un peu moins ça. 5 et 6 avaient des bons billets pour regarder jouer. Jake Evans se dit, ouais, ça va être relax. Ça va être relax cette année. On vient d'entendre Alex Belzile. Ben, vous ne l'avez pas entendu parce qu'on jasait, mais vous à la maison ou dans votre jogging, regardez où vous allez. Là. Il y a beaucoup de gens qui joguent en écoutant des balados. Je vous apprends ça. Oui, merci Alex. Merci Alex. Soyez prudent. Donc, vous venez de l'entendre, Alex Belzile, qui est-ce qu'il incarne le malaise? Parce qu'apparemment, Michael Bezzetta marque le but gagnant en prolongation lundi. Pas en prolongation, en fusillade, pardon. Puis, il est de bonne humeur, comprends-tu? Et il va d'une célébration, clin d'œil à Tiger Williams. Et il est content. Tout le monde a l'air content. Mais là, dans le vestiaire, et moi, j'ai entendu le confrère Marc-André Perrault. C'était toujours ça, sa sous-question. C'est aimez-vous ça, ces affaires-là? Parce que visiblement, il devait se sentir... La question, c'est ça, la question était pertinente. Donc, la question a été posée à Gallagher, elle a été posée à Suzuki, elle a été posée à Belzile, d'où l'extrait. Puis ça ressemble toujours un peu à ça. C'est, les gars ils répondent, avec un genre de sourire. Alors, comment ça? Comment ça, ce malaise? Qu'en as-tu pensé? Martin, qu'en as-tu pensé? J'ai aucun problème avec ça. Oh! Avec la célébration? Zéro problème. J'aurais espéré que tu aies un problème avec ça pour qu'on puisse on t'attendait, Leclerc. en débattre. J'ai aucun problème. Michael Pezzetta, c'est un joueur de 4e trio qui va... C'était peut-être la dernière fois de sa vie qu'il allait tirer, qu'il allait être utilisé en tir de barrage, a marqué le but gagnant dans un match où son équipe a travaillé plus fort qu'une équipe qui est supposée se battre pour une place en séries éliminatoires. Il a célébré 3 secondes d'écart. Il n'est pas passé devant le banc, assis sur son bâton en faisant un signe, en pointant les joueurs. Là. Il était content d'avoir marqué un but. Passons à autre chose. Là. Puis je comprends j'entendais Guy Boucher hier qui disait t'es en 28e place en Ligue nationale, garde-toi une petite gêne. Mais on peut-tu avoir du fun? Non. C'est ça. C'est possible d'avoir du fun. Ils sont pas en 28e place parce qu'ils n'ont pas travaillé, je peux te dire ça. Ils sont en 28e place parce que c'est une équipe qui n'était pas extrêmement talentueuse, qui a été décimée par les blessures. Mais ils ont battu beaucoup de bonnes équipes cette saison parce qu'ils ont travaillé plus fort que l'adversaire. Puis moi, je trouvais qu'il n'y avait absolument rien de gênant là-dedans. Pas plus que c'était pas plus gênant dans les années 80 quand Tiger Williams le faisait. Puis il y a eu toutes sortes de célébrations à travers le temps. Je trouve que c'est même pas un débat. Là. Le gars a le droit d'être heureux d'avoir marqué un but, puis on passe à autre chose. Mais visiblement, ses coéquipiers n'étaient pas aussi clairs là, dans leur ce qui était fantastique, puis je dois admettre que Simon Olivier, qui couvrait le match pour la presse, l'a assez bien écrit dans son texte. Il y avait quelque chose de surréel dans les disponibilités médias du matin où les joueurs des Flyers s'évertuaient à défendre la décision d'Ilya Lyubushkin de ne pas participer à la soirée de la fierté, là, à l'échauffement, de mettre le chandail en soutien à la communauté LGBTQ+, ou du moins à l'inclusion de celle-ci dans le sport. Alors, les joueurs des Flyers, là, personne ne l'a condamné, ou du moins disait,
pas nécessairement le condamner, mais en disant, écoutez, moi, je comprends pas, puis oui, moi, je le fais parce que c'est important. Non, on essayait de le défendre. Tu sais, le réflexe typique grégaire du vestiaire de hockey, là, on se rassemble autour du gars, puis on le défend, peu importe. Et là, à l'inverse, le soir même, il y avait un malaise à commenter dans le vestiaire du Canadien, la célébration de ce que Martin vient d'exposer, d'un gars de 4e trio qui peut-être ne jouera plus dans la Ligue nationale à compter de l'an prochain, ou dans 2 ans. Alors, pauvre Pezzetta, t'es comme, hey! il vient de vivre un super moment. Est-ce qu'on peut juste avoir un peu de plaisir, s'il vous plaît, au football, au basket? Ça serait même pas un sujet à débat, mais là, j'ai entendu dire de sources pas mal sûres qu'il y a un joueur du Canadien qui était particulièrement maudit après Pezzetta, puis un joueur influent quand même, un vétéran, et qui en parlait avec un joueur des Sabres dans le corridor après le match, là, puis qui exposait sa frustration, puis de dire à quel point il trouvait que ça n'avait pas de bon sens, puis peut-être qu'il s'excusait en même temps, ou je ne sais trop. Mais c'est le cas, c'est un peu... faudrait avancer, là. Faudrait suivre la parade d'un brin, là. Puis, tu sais, Alex Belzile, je pense pas qu'il en fait des cauchemars, mais tu vois que c'était pas dans tous les joueurs ses mœurs, là, tu disais, c'était différent. C'était différent. Le seul pour qui ça avait l'air moins pire un peu, c'était Suzuki, mais même là, marchait un peu à tâtons, tu sais. Alors, c'est pas un grand débat, là, mais je trouve ça ridicule. Ben, c'est pas un grand débat. Passons à autre chose, là, puis amusez-vous, puis arrivez un peu au 21e. Parce que, bon, j'imagine que c'est pas comme ça dans toutes les équipes, mais clairement, dans cette équipe-là, puis c'est peut-être un héritage de Marc Bergevin, l'interdiction du triple low five et tout ça. Il y a quelque chose, il reste quelque chose de cette approche-là, de cette façon-là de concevoir pas juste le sport, mais surtout la dynamique des affrontements. Le triple low five, c'était une autre question. Là. C'était pas la même chose, mais moi, que je vois... Ben, c'est-à-dire, mais ça englobe la question générale de on peut-tu avoir du fun? Oui. Mais j'ai jamais eu de problème avec le triple low five. Non plus. Bon. Voilà. D'accord. C'est bon. D'accord. Tiens, je vais rebondir là-dessus parce que tu l'as évoqué. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas revenu, puis je m'en voulais, mais tu disais que dans le... Tu sais pas où je m'en vais, là, je non. le vois dans ta face. Ouais, t'as peur, t'as peur? Non, pas du tout, je t'attends. Tu sais, ça commence à être gênant, là, les joueurs qui veulent pas porter le chandail. Ouais. Ça commence à être... tu sais, je pense qu'on en a parlé quand c'est arrivé avec Provorov. Puis, ça ouvre la porte. Tu sais, la façon dont ça a été géré, ça, là, la première fois, là, ça ouvre la porte parce que... comment il s'appelle, le dernier Russe, là? Ilya Lyubushkin. Moi, lui. Regarde, je ne l'apprendrai pas son nom. OK? Mais c'est pas lui qui disait « Ah, ben j'ai peur qu'il y ait des représailles chez nous en Russie. » Mais c'est ça, là. C'est ça, là. Là, faites-en ou faites-en pas. Tu sais, je veux dire, ça marche pas, là. Ça marche pas parce que la loi russe est assez floue là-dessus. Là. C'est que tu peux pas faire la promotion des valeurs familiales non traditionnelles. Puis de ce qu'on comprend, il n'y a jamais personne qui a subi de représailles, particulièrement à l'extérieur du pays, là, pour avoir fait... Les représailles, c'est une amende. Là. C'est ça, exact. Là. Donc, en Russie, ça? Pour eux, c'est une façon de se réfugier. Absolument, derrière, c'est comme ça que ça sonne. Derrière probablement leur homophobie, dans certains cas. Oui, c'est de ça dont il s'agit. Exact. Les frères Stahl. Les frères Stahl, ça, c'est particulièrement pathétique, je dirais. Là. Surtout qu'Eric Stahl... Il l'a porté à Montréal. Non, il dit qu'il ne l'a jamais porté. A nié ça. La question du journaliste était... Écoute, Eric, il y a des photos de toi sur les réseaux sociaux avec le chandail. Et Stahl de dire non, j'ai jamais porté ça. Non, mais le débat, c'était pas à savoir as-tu porté le chandail, oui ou non. Regarde ça, on le sait que tu l'as porté. C'est pourquoi tu ne l'as pas fait aujourd'hui. Ouais. Mais il n'a même pas voulu le reconnaître. On est un peu dans une autre dimension. Mais tu vois, moi, j'haïs pas ça parce que ces joueurs-là sont comme exposés un peu. Alors, j'aime bien mieux le fait que les équipes disent regarde, nous, on le fait. Puis si tu veux pas le mettre... Il y a plusieurs équipes qui ont décidé de il y a quelques équipes, surtout dans les débuts, comme les Rangers, le Minnesota, si je ne me trompe pas. Chicago, récemment, il ne s'est pas ajouté. Chicago. On s'entend, c'est des Chicago, pas des villages de redneck, là, on s'entend. Chicago, Rangers, Minnesota, qui ont décidé de se retirer de l'initiative. Mais plus récemment, les Sharks, les Flyers, tout le monde a continué d'aller de l'avant. Les Panthers, même si dans chaque cas, il y avait des gars qui ont décidé de ne pas le porter. Reimer, les Stahl, puis Lyubushkin. Moi, je n'haïs pas ça, cette façon de faire-là. De dire, regarde, nous, là, on le fait parce qu'on y croit. Puis si toi, tu ne veux pas le porter, mais c'est ton problème. Puis tout le monde, tout le monde va le savoir. Ouais.
Mais je trouve ça fascinant. C'est un univers où un gars peut être suspendu un match pour être arrivé en retard de 2 minutes à une réunion d'équipe. Et tu as une position corporative qui dit, nous, on est pour l'inclusion, pour la reconnaissance d'un droit fondamental. Un droit fondamental, l'orientation sexuelle. Puis ça, ben, écoute, c'est pas... Et le discours de la Ligue nationale, je trouve, est très inquiétant. Parce que là, Gary Bettman, maintenant, présente ça comme... Les gens ont le droit d'endosser la cause qu'ils veulent. C'est pas une cause. Je m'excuse, c'est pas une cause. C'est pas entre donner... L'homophobie, c'est pas une cause. C'est pas entre donner aux petits frères des pauvres ou encourager un... Ça, c'est pas Moisson Montréal. Non. C'est un droit fondamental. C'est la reconnaissance d'un droit fondamental. Et ça fait très, très mal. Ça fait ressortir qu'il y a de l'homophobie dans le monde du hockey, alors qu'on veut projeter une image depuis... Il y en a partout, en fait. Il y en a partout, mais la position corporative recule à cause des positions individuelles d'un faible pourcentage. Et d'un point de vue de relations publiques, je trouve ça absolument affreux. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire pour ajuster ça. Est-ce que tu peux inscrire dans les contrats? Écoute, tu signes un contrat de la Ligue nationale, tu vas... participer à toutes les... sinon, on peut te suspendre sans salaire ou quoi que ce soit, mais c'est très, très particulier. Là. Imaginez un joueur qui arriverait et qui dirait c'est la soirée de la reconnaissance du... militaire. Militaire ou du mois des Noirs, par exemple. Un joueur qui dirait non, moi, c'est contre mes valeurs de reconnaître l'exemple militaire est bon parce que, tu sais, moi, je suis pacifiste. Imagine aux États-Unis le tollé que ça ferait. Ouais. Mais là, corrigez-moi si je me trompe, il n'y a absolument rien qui aurait empêché... comme je reviens à Provorov, les Flyers auraient très bien pu dire bon, ben toi, selon tes croyances, tu veux pas porter le chandail, ben nous autres, selon nos croyances, tu joueras pas à soir. C'est tout. C'est le seul bout qui manque, parce que moi, je suis d'accord avec toi, Alex, c'est ça les expose, puis ils ont l'air de ce qu'ils sont. Mais est-ce qu'il y en a eu? Il y en a pas. Les Stars l'ont joué. Reimer a joué. Ils ont tous joué. C'est le seul bout qui manque. C'est le seul bout. Si les équipes faisaient ça, ils disaient, regarde, d'accord, tu veux pas, on va pas te forcer, mais tu joues pas ce soir. Je veux dire, c'est pas plus compliqué. Mais là, il serait pas exposé. Ben oui, il serait exposé. Ben non, parce que... OK, à moins qu'ils le disent clairement. Toi, tu voudrais qu'ils disent, comme on le retire, mettons, ils pourraient juste dire... il est benché ou blessure au bas du corps. Ou une journaliste allumée ferait hey, comment ça? C'est drôle de timing. Provorov qui est en santé ne joue pas parce qu'il est homophobe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, on peut aussi. Fait que tout ça n'a pas de bon sens. Pour regarder ça de l'autre angle, ceux qui l'ont fait, il y a quoi? À chaque fois, il y avait un joueur, 2 dans le cas des Panthers, mais un joueur sur 20 qui a décidé de ne pas le porter. C'est-à-dire que 95% des gars n'ont pas de problème avec ça. Je me demande si. Mettons, ces initiatives-là avaient eu lieu au milieu des années 90 ou même il y a comme 15-20 ans, mi-année 2000. Il y en aurait eu combien, tu sais? Combien? Est-ce que... J'ai l'impression, j'ose croire qu'il y a eu une évolution parce que j'ai l'impression que ça aurait été pire avant. Non, mais c'est important de le souligner. Je vois ce que tu veux dire. Puis je lisais dans un autre quotidien, dans un quotidien torontois, il y a quelques jours, quelqu'un qui disait... Dans le baseball majeur, on n'a encore vu aucune équipe prendre la pratique au bâton avec des chandails arc-en-ciel. Le monde du hockey était proactif, c'est beau, mais là, parce que ça a commencé avec un domino, avec Provorov chez les Flyers, et ça a fait débouler, ça a fait beaucoup reculer là où la position corporative était arrivée. Et je pense qu'il faut qu'ils ajustent ça, là, parce que le message qui passe, là, si tu es membre de la communauté LGBTQ+, tu regardes ça, tu dis je suis pas bienvenu à 100%. C'est ça. Alors, c'est ça. Parce qu'on tolère, on laisse faire. Là, il y a la soirée de la fierté du Canadien qui s'en vient là, aussi. Là. On va avoir l'occasion de voir ça. D'après moi... On fait-tu des paris? Y en a-tu un qui... On fait des paris. Tu veux parier? On se fait des paris. 100$, il n'y aura aucune dissension. OK. 100$? Ben là, on fera ça hors d'onde. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, questions sociaux. Réseaux sociaux. Question publique, question des sociaux. Réseaux questions. Question de réseaux sociaux. Public et questions. En hommage à Michael Pezzetta et son droit d'être heureux, via les réseaux sociaux du Radio-Canada Sport, on vous demandait cette semaine quelle est votre célébration préférée du monde du sport.
Vous pouvez y penser, les gars. Alors, sur le book, il y a notre collègue Chantal Fournier qui dit « J'aime bien les deux gardiens de Boston qui se font l'accolade. » C'est vrai, moi aussi, ça me plaît beaucoup, ça. Toujours sur le book, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? On essaie de faire ça vite là, parce que le temps file. Tiens, allons sur Twitter. Sur Twitter, il y a... Bon, désolé, j'ai des petits problèmes. Ah oui, Nikita Kucherov en chess après la victoire. Bon, c'est pas vraiment une célébration, mais ça a marqué les imaginaires. Beaucoup sur Twitter. C'est Dominique, ça, sur Twitter. Il y a on sort aussi du cadre sportif. Il y a Tout ce que je sais, c'est que je sais rien qui nous montre Eric Cantona, qui est magnanime, célèbre son but comme s'il était un véritable dieu. Il y a eu des références à Teemu Selanne qui mitraillait le gant. Mike Foligno. Subban qui donne un bec à Pierre Maguire. Ça aussi. Je parlais de Selanne, là, c'est entre autres Félix sur Instagram. Bref, vous autres, comment vous célébrez? Comment tu célèbres, Martin, quand tu mets dedans? Les bras. Je lève les bras. Ah, c'est un excentrique! Martin, c'est lui, ce qu'il aurait voulu faire, c'est comme la bunch of jerks dans le temps. C'est les Hurricanes de la célébration. Ça, c'est ce qu'il aurait voulu faire avec Evander Holyfield. Puis tout. Ça, c'est ce que tu aurais fait. J'avais vu la célébration de Tiger Woods lorsqu'il faisait un coup roulé important. Là, très classique, mais reconnaissable entre tous. Toi, tu célèbres souvent? Comment... Moi, je célèbre moins ces temps-ci, mais je pense que j'aurais aimé ça, déconner un peu là, à l'occasion. Regarde, si tu avais joué pour le Canadien, tu n'aurais pas eu le droit. Oui, c'est ça. Pour ça, je serais pas venu finalement. C'est ça. C'est le temps de... Est-ce que vous célébrez quand on a fini? Est-ce que c'est un moment heureux ou c'est un... Non, c'est un moment... On célèbre quand on se lève le matin avant de le faire. C'est ça, le jour de l'enregistrement. Quand on finit, c'est un moment triste. Ouais, c'est ça, ou du moins d'émotions partagées. Un peu de la joie d'avoir... du travail bien fait. La satisfaction de l'excellence, d'exceller. Exact. C'est bien d'exceller. Il excelle 95% du temps. C'est mieux qu'il y a 10 ans. C'est le pourcentage. J'excellais moins que ça il y a 10 ans. Officiel de la journée. Alexandre Gascon, notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci, mon vieux. Un plaisir, messieurs. Et il excelle à 100% du temps. Notre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Merci beaucoup, Martin. C'était encore une fois un plaisir immense. On peut comprendre. Un gros merci à Benoît Durand et Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Accrochez-vous. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.